La ministre du Commerce a dirigé une séance de travail avec les représentants des commerçants sur les problèmes qui minent leur secteur d'activité. On fait le point avec Sheila Mebale et Justin Jana. Convoqué à une séance de travail avec le ministre du Commerce et des PME-PMI, les syndicats du secteur ont répondu présents. Il était question pour le premier responsable du ministère du Commerce de s'enquérir de la situation qui prévaut dans ce secteur. Alors, nous avons dit au ministre tout ce que nous avons comme dérive orchestrée par multiples administrations de contrôle. Nous avons demandé au ministre d'être notre interprète auprès des autres autorités, au premier chef desquels le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, pour regarder ce qu'il y a lieu de faire dans le cadre de notre secteur. L'une des problématiques abordées, le coût de la farine qui continue de grimper. Aujourd'hui, j'ai proposé à Madame le ministre, éventuellement, de revenir sur l'ancien prix qui était avant le Covid. Donc le prix de la farine qui était à 16 000 était monté à 19 000. Aujourd'hui, dans les normes des choses, ça doit revenir à 16 000 afin que le consommateur retrouve sa baguette d'antan. Autre point abordé, les contrôles des multiples administrations. Il y a 5 ou 6 supérettes qui sont scellées aujourd'hui. En réalité, les supérettes, il a en vigueur beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et je lui citais aussi certaines supérettes qui sont fermées pendant 6 mois. Il y a une supérette qui est fermée dans le quartier de Libreville à cause de les multi-contrôles. Au terme des échanges, le ministre du Commerce a pris l'initiative de tenir des rencontres régulières avec toutes les parties prenantes afin qu'une issue favorable soit trouvée. À l'étranger, reçu par le corps diplomatique assigné au Maroc, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Pascal Ogooué-Siphon, est actuellement donc au Maroc dans le cadre du développement du secteur dont il a la charge. Le résumé de la première étape de son séjour avec notre envoyé spécial, Yannick Menga. Arrivé au Maroc le 16 décembre 2024, la délégation du ministère du Tourisme, principalement composée de sa branche artisanat, a eu dès le lendemain une séance de travail avec le secrétaire d'État marocain. S'en est suivi une remise de certificats de formation à 7 participants gabonais ayant suivi un programme de renforcement de compétences au Maroc. En effet, pendant près d'une semaine, ces jeunes Gabonais ont bénéficié d'un renforcement de capacité à Rabat, dans des centres de formation et hôtels de la place. C'est une occasion particulière aujourd'hui de se retrouver au Maroc pour justement magnifier cette belle coopération entre le Gabon et le Maroc. Aujourd'hui, nous avons des actions concrètes dans cette coopération. Le Maroc vient de former des artisans gabonais. Nous allons participer à une foire à Kénitra. Ce sont des actions qui montrent bien que la coopération entre le Gabon et le Maroc sur le plan de l'artisanat et du tourisme se porte bien. Nous avons beaucoup de projets ensemble, nous avons une vraie volonté pour collaborer au bénéfice de nos artisans marocains et gabonaises. Nous avons des expériences à partager, nous avons beaucoup de possibilités de faire beaucoup de choses pour servir l'artisanat gabonais et marocain. Avec près de 16% de son PIB dû à l'artisanat, l'expérience marocaine est remarquable et visible sur le continent et même au-delà. Une convention de partenariat a été signée entre les deux chambres d'artisanat de ces pays frères le 7 octobre dernier à Libreville, ce qui constitue le premier acte de la collaboration d'ores et déjà fructueuse. Conseil d'administration de l'ENSET qui s'est déroulé ce jour. L'événement a été présidé par le ministre de l'Éducation nationale, Camélia Tountoum Leclerc, président du conseil d'administration en présence de plusieurs experts des finances, de l'enseignement supérieur, les DCRH et les inspecteurs du second degré. Le point avec Nathalie Oquet et Richard Mobiwa. Ce 10e rendez-vous du conseil d'administration de l'école normale de l'enseignement technique s'inscrit dans la logique du processus des réformes entamées par les tutelles de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. S'agissant donc de la formation même, il est question de revoir des curricula, des spécialités et voir aussi l'offre de formation par rapport à la demande de l'éducation nationale. Tout comme à l'école normale supérieure, l'ENSET joue un rôle déterminant dans la formation des personnels qualifiés pour le secteur technique et la formation professionnelle, d'où l'urgence d'un retour aux fondamentaux.
les profils des enseignants, également le personnel administratif, et nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de vacataires à l'INSET. Il y a la nécessité de recruter et d'avoir des enseignants permanents. Après 52 années d'existence, l'arrivée de nouvelles filières devrait répondre aux besoins des entreprises. Parce qu'il est important pour nous que nous puissions avoir un programme bien clair et des curricula pour que nous puissions optimiser la formation des enseignants qui vont sortir de l'ENSEC. Dès l'année prochaine, nous allons déjà ouvrir les CT, donc les collèges d'enseignement technique, parce que nous avons des besoins qui sont pressants. Pour rendre cette école supérieure plus efficace, l'Éducation nationale, qui emploie ses agents de l'État, souhaite organiser désormais les concours d'entrée à l'ENS et l'ENSET via la DGEC, la Direction générale des examens et concours. Les travaux relatifs au premier conseil de l'Université des sciences et techniques de la santé se sont achevés sur une note de satisfaction générale. Plusieurs recommandations ont été adoptées pour la bonne marche de cet établissement supérieur. Patricia Lydie Mouélé nous fait le point. Un premier conseil qui aura tenu toutes ses promesses, celui de l'Université des sciences et techniques de la santé. Les différents participants ont apporté leur expertise pour améliorer la qualité de la gouvernance et de la formation académique au sein de l'USTS. Les réflexions ont essentiellement tourné autour de 3 commissions, à savoir normative, financière, y compris pédagogique et scientifique. C'est ainsi qu'il a été recommandé, entre autres, de réaffirmer dans tous les documents à portée juridique la création et l'existence légale de cet établissement supérieur à spécificité militaire, la création de nouveaux départements, la validation de la méthode pédagogique et le plaidoyer auprès de l'ANBG pour bénéficier des financements spécifiques au regard de l'insuffisance de dotation budgétaire étatique. Sans omettre l'initiative d'une campagne de prospection pour établir des partenariats financiers à même de garantir d'autres sources de financement à l'USTS, d'où la nécessité de mettre sur pied une commission de réflexion pour trouver des partenaires. Les experts ont travaillé d'arrache-pied pour ces recommandations et l'occasion a été donnée au recteur de cet établissement, le médecin général inspecteur Milunja Jérôme, de remercier tous les experts, parmi lesquels les professeurs de renom à l'instar de Ngumi Lama, Nzenze et Ndombion, qui ont abattu un travail remarquable ayant abouti à toutes ces conclusions. Et notez que dans nos programmes ce soir, vous pourrez suivre l'entretien que Patricia Lydie Mouélé a accordé au professeur Milunja Jérôme, le recteur de l'USTS.